This one? Yeah. Okay, good. Hello, dear colleagues. Bonjour, chers collègues, chers invités. Bienvenue à notre conférence sur le temps de midi. Il s'agit d'une conférence qui s'inscrit dans toute une série de conférences sur les sujets fiscaux. C'est organisé ici à Bruxelles avec l'aide de nos collègues de l'Union syndicale Bruxelles. Merci beaucoup d'être ici avec nous dans la salle de presse. Et j'espère que d'autres personnes suivront notre conférence en ligne. Merci également aux interprètes qui interpréteront vers l'anglais et le français. Et c'est grandement apprécié, en particulier pour ce sujet. Je crois qu'il y a des termes bien spécifiques, un vocabulaire très spécifique. Nous parlons aujourd'hui du patrimoine international et de la planification successorale transfrontière. La planification patrimoniale ou successorale est un sujet assez complexe. Il y a notamment transfert d'actifs et de richesses à la génération suivante. C'est un sujet compliqué et il faut bien comprendre les aspects financiers et fiscaux. Mais lorsqu'il s'agit d'un transfert transfrontalier d'actifs, c'est encore plus compliqué. Je suis ravie d'avoir à nos côtés aujourd'hui M. Quaggeber, expert en la matière, qui est avocat spécialisé en affaires fiscales internationales et planification patrimoniale internationale, qui va nous présenter aujourd'hui les aspects saillants de ce sujet en se concentrant sur la situation des particuliers, comme nous le sommes dans la majorité, à être à l'étranger pour des raisons professionnelles. Nous avons le plaisir aujourd'hui de profiter de toutes ces années d'expérience de notre orateur. Et je vous cède la parole à présent. Bonjour, c'est l'après-midi. À présent, merci d'être venus aussi nombreux ici, chez vous ou au bureau. Je vais essayer de m'exprimer lentement, car je suis enregistrée. Et j'ai également un petit manuel avec moi pour les fonctionnaires, qui comprend également une partie sur la planification patrimoniale. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la planification patrimoniale pour les fonctionnaires. C'est en fait un sujet bien plus large, car il y a également des fonctionnaires d'autres organisations qui sont concernés par ce sujet, car ils n'ont pas toujours leur domicile fiscal chez eux. Ils sont souvent résidents belges et nous allons partir du principe ici que vous êtes donc domicilié en Belgique. Je vais me présenter rapidement. Je suis Marc Quaggeber, avocat, et je me suis spécialisée dans les questions fiscales. Cela fait 39 ans, comme vous l'avez dit, ce qui fait de moi quelqu'un d'âgé et de sage, j'espère. Je travaille pour le cabinet d'avocats Cabinet David, et nous nous concentrons sur la planification successorale transfrontalière, patrimoine immobilier, mais également la planification fiscale pour les particuliers. Vous aurez également un petit manuel ici, et il s'agit ici d'un manuel un peu ancien. Il y en aura un nouveau qui sera publié au début de l'année prochaine. Alors j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Si vous voulez une solution pour la planification patrimoniale, eh bien j'en ai une, mais peut-être qu'elle ne vous plairait pas. En fait, si
vous souhaitez faire une planification patrimoniale, vous risquez de tout donner. Alors, qu'est-ce que la planification patrimoniale? Il y a ici plusieurs aspects. Bon, j'imagine que si vous êtes ici, c'est pour essayer de minimiser la taxe de succession, savoir que ce que vous allez donner va à qui vous le souhaitez. Et vous voulez également pouvoir planifier pour les jeunes enfants et savoir également si vous allez, vous partez en vacances, alors qu'adviendra-t-il des enfants? Et si vous voulez laisser quelque chose à vos enfants, vous ne voulez pas le faire trop tôt, car il y a des coûts très élevés et ça pourrait donc vous coûter beaucoup d'argent. Et ce n'est pas ce que vous souhaitez. La planification fiscale permet également d'éviter les conflits familiaux. Si vous dites à votre épouse qu'il y a en fait un compte caché au Luxembourg ou de l'argent dans la cave, on risque de chercher pendant longtemps et de s'imaginer que l'autre a tout pris. C'est également une question de gestion de ses finances lorsque vous n'êtes plus en mesure de le faire. Lorsque vous aurez 93 ans, vous ne voulez pas vous préoccuper de toutes ces affaires monétaires, financières. Vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Voilà pourquoi vous espérez qu'un ami de la famille pourra s'en occuper. Puis il y a également la question des testaments que l'on rédige de son vivant. Alors, pour les personnes qui sont venues ici pour travailler pour la Commission, le Conseil, Eurocontrol ou d'autres organisations, il s'agit donc des personnes qui sont couvertes par le protocole. Donc, si vous travaillez ici en Belgique, si vous avez donc votre domicile en Suède, une femme grecque, vous avez une maison de vacances en Italie, vos enfants sont aux États-Unis, vos parents sont en Espagne, vous avez un compte bancaire en France, et on se retrouve avec un Rubik's Cube assez compliqué. Alors, je vais essayer de résoudre la question assez rapidement. En général, ça ne va pas aussi vite. Mais regardons les erreurs habituelles. Les gens ont tendance à dire « je ne suis pas belge ». Certains deviennent belges. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas belge que ça ne vous concerne pas. Vous pouvez imaginer que vous êtes couvert par le protocole, donc nul besoin de vous préoccuper de la taxe patrimoniale belge. Mais vous pouvez vous imaginer que quelqu'un paiera après vous, mais il faut tout de même se préoccuper des règles patrimoniales belges. Alors, certains se diront peut-être, je vais passer ma retraite en Floride, c'est le meilleur des deux mondes, avec une retraite du Conseil, 249 jours de soleil, c'est ce qu'il y a eu cette année, et il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Et pas d'impôt sur le patrimoine si vous avez moins de 12 920 000 dollars. Alors, si vous êtes retraité, vous avez donc une retraite qui est exonérée en Belgique, dans l'Union européenne, mais ce n'est pas le cas aux États-Unis. Il faudra donc choisir votre domicile fiscal. Et la question est de savoir, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Certains diront, notre planification fiscale est très simple. J'ai fait mon testament avant de quitter l'Irlande, je laisse tout à ma femme. Et c'est pratique, c'est ainsi que l'on fait chez moi. Il n'y a donc pas d'impôt sur la succession. Mais ça ne fonctionne pas comme ça en Belgique. Et certains sont autrichiens, chypriotes, estoniens, lettons, maltais, portugais, slovaques, suédois, et il n'y a pas non plus de taxes sur l'héritage dans ces pays. Alors, vous pouvez choisir le droit national qui va couvrir votre patrimoine, mais ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de taxe successorale sur votre patrimoine en Belgique. Donc, si vous vivez en Belgique, vous payerez cet impôt. Alors, comment résoudre notre problème de Rubik's Cube lorsque les pères fondateurs des institutions européennes
Ils ont donc décidé qu'il fallait gérer donc les fonctionnaires, qu'il n'y aurait pas que des Belges, il fallait attirer des personnes d'autres pays. Ils ont donc décidé de rédiger le protocole sur les privilèges et les immunités si vous commettez un délit en tant que fonctionnaire, mais ça portait également sur les impôts. Alors pour les jeunes couples qui viennent ici, ça s'applique, mais également pour les couples plus âgés qui arrivaient en Belgique. Alors il y a des exonérations sur les revenus, sur les indemnités, mais également sur la retraite ou encore la pension pour le survivant. Tout ceci est exonéré. Article 13 du protocole porte sur le domicile fiscal, donc pour les fonctionnaires de l'Union européenne qui gardent leur domicile fiscal. Donc ça, c'est pour les fonctionnaires qui travaillent aux institutions européennes. Eurocontrol, c'est différent. Par exemple, un Italien ne garderait pas son domicile fiscal en Italie. Il deviendrait donc résident fiscal en Belgique. Donc si vous venez uniquement, donc travailler uniquement pour les institutions, vous gardez donc votre domicile fiscal. Et vous gardez donc le domicile fiscal de là où vous avez été recruté. Il s'agit donc d'un domicile fiscal dans l'Union européenne. En général, c'est d'un État membre où vous avez été recruté, mais pas nécessairement l'État membre de votre nationalité. Donc un Italien qui serait recruté du Luxembourg aurait un domicile fiscal luxembourgeois, et là, ça complique les choses. Alors ceci fonctionne pour l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la richesse, l'impôt, les droits en cas de décès, mais également pour les traités sur la double imposition entre les États membres. Donc si vous êtes domicilié en Italie, que vous avez un revenu en Belgique, il y a un traité sur la double imposition entre ces deux pays qui déterminera quel sera le pays qui imposera. Si vous avez un domicile fiscal chez vous, en Finlande par exemple, alors l'impôt sur la succession devra être payé en Finlande, surtout le patrimoine, mais également en Belgique, mais uniquement sur votre propriété en Belgique. Si c'est dans un autre pays, si vous avez une maison proche du lac de Côme, par exemple, en Grèce, si vous avez une villa dans le Péloponnèse. En revanche, si votre domicile fiscal est en Belgique, soit parce que vous avez été recruté depuis la Belgique, ou alors parce que vous êtes resté en Belgique au moment où vous avez pris votre retraite. Alors là, la taxe sur la succession est due en Belgique sur tout le patrimoine. Mais si vous venez de Grèce et que vous avez des propriétés en Grèce, alors il y aura une taxe également sur les propriétés en Grèce. Si vous avez une maison de vacances en Laponie, par exemple, il pourrait y avoir une taxe à payer là-bas. Et si vous avez un petit chalet en Suède, là, il n'y aura pas d'impôt de succession en Suède, car il n'y en a pas en Suède. Et, souvenez-vous, il nous manque un de nos États membres suite au Brexit, donc le Royaume-Uni n'est pas lié par le protocole, par les règles de l'Union européenne. Il y a eu des négociations qui ont abouti à l'accord de retrait, ce qui signifie que le Royaume-Uni accepte le protocole, mais seulement pour les fonctionnaires qui étaient en service avant le 31 décembre 2020, ce qui signifie que les fonctionnaires du Royaume-Uni, lorsqu'ils prennent leur retraite au Royaume-Uni, ils ne paieront pas d'impôt sur leur retraite et ils devront avoir leur domicile fiscal dans le pays d'où ils viennent. Dans la pratique, si vous avez un fonctionnaire italien qui travaille au Royaume-Uni, à l'ambassade par exemple, ou au bureau de la représentation, alors il gardera son domicile chez lui, s'il est recruté
en Allemagne, ce sera l'Allemagne, par exemple. Si ce fonctionnaire prend sa retraite au Royaume-Uni, il ne paiera pas d'impôt sur la retraite au Royaume-Uni, et les fonctionnaires de l'UE du Royaume-Uni gardent leur domicile fiscal au Royaume-Uni. C'est-à-dire que pour les autres revenus qui ne perçoivent pas des institutions, mais les économies, ce sera soumis à l'imposition belge. Ceci ne fonctionne pas pour les nouveaux fonctionnaires qui ont été recrutés à partir de 2021. Ils n'auront pas d'exonération fiscale au Royaume-Uni. Donc si une personne a la double nationalité, irlandaise et britannique, et qu'elle prend sa retraite au Royaume-Uni, cette personne devra payer ses taxes sur la retraite au Royaume-Uni. Voilà ce qui nous attend tous, tôt ou tard. Bon, que se passe-t-il si je meurs en Belgique? Bon, ça vous concerne que votre domicile fiscal soit en Belgique ou non. Vous pourriez vous dire, ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas, mais si, ça l'est, et vous devez en être conscient. Tout d'abord, vous avez peut-être entendu dire que vos comptes en banque seront gelés. C'est vrai, les comptes personnels, les comptes communs sont gelés. Et là, j'en reviens à la personne, à l'ayant droit. Bon, il y a certaines exceptions pour les factures médicales, les frais funéraires, et l'époux peut retirer jusqu'à 5 000 € pour couvrir ses dépenses. Donc, et maximum la moitié de ce qu'il y a sur le compte. Donc s'il y a 8 000 € sur le compte, l'épouse ne pourra prendre que 4 000. Bon, ça peut paraître simple à savoir comment est-ce que ces comptes sont ensuite libérés. Il faut donc un certificat de succession, un certificat de décès, donc expliquer les propriétés que détenait cette personne, le nombre d'enfants, et savoir donc ce que reçoit ensuite l'époux ou l'épouse. Alors, en Belgique, il y a un système automatique. Donc pour les enfants reçoivent donc automatiquement le patrimoine. En Irlande, il peut y avoir une personne intermédiaire qui reprendra ses actifs et les distribuera par la suite. Ce qui signifie donc que tous les passifs, toutes les dettes en Belgique passent directement aux enfants. Donc les enfants peuvent accepter l'héritage ou le refuser. S'il y a des dettes, par exemple, ce n'est pas une bonne chose d'accepter l'héritage de quelqu'un de très dépensier aux États-Unis, par exemple, et d'avoir des dettes. Donc, il faut pouvoir faire un inventaire et voir quels sont donc les actifs. Avec un inventaire, l'avantage, c'est que l'on ne reprend pas de dettes ou de passifs que vous ne connaissiez pas. Alors, il y a également les retours donc en Belgique. Donc, si vous n'avez pas votre domicile fiscal en Belgique, ça ne s'applique donc que pour les propriétés que vous avez en Belgique. Alors, ce sont ici donc les héritiers qui ont des obligations. Les notaires, en pratique, n'apportent donc que des conseils, mais ils n'assument pas de responsabilité. Les documents doivent être remplis dans un délai de 4 mois. Il peut y avoir en général une prolongation de 2 mois, donc ça peut aller jusqu'à 6 mois pour payer cette taxe. Et parfois, il est plus simple d'accepter les amendes, les sanctions les amendes donc
lorsqu'il y a un retard. Donc il faut savoir ce que contient le patrimoine, qui hérite, quelles sont donc les taxes de succession, quels sont les outils de planification, donc un testament, un contrat de mariage ou autre contrat tel qu'un contrat d'assurance. Si vous résidez en Belgique, ce sont les règles belges qui s'appliquent, mais le droit de succession de l'Union européenne vous permet de choisir l'application de votre loi nationale, anglaise, grecque, irlandaise, etc. Alors, qu'est-ce que comporte le patrimoine? Tout d'abord, c'est le patrimoine personnel, donc tout ce que vous possédez si vous n'êtes pas marié. Si vous êtes marié, il s'agit de la moitié des biens communs. Et qu'est-ce qu'on veut dire par bien commun? Cela va dépendre du régime du mariage que vous aurez choisi. Donc, le patrimoine matrimonial, c'est tout ce qui est acquis après la date du mariage, et la façon dont c'est réparti se trouve dans le contrat de mariage. Cela peut être tous les biens achetés après la date du mariage, sauf peut-être pour la vieille moto que vous avez depuis vos 25 ans et la PlayStation et tout un tas d'autres effets personnels. Il est possible d'avoir des biens communs et des biens personnels, la moto et la PlayStation, ou sinon vous choisissez de tout séparer. Donc il y a le régime de partage à 50% pour chacun, ou sinon un régime où seuls les biens personnels individuels se trouvent dans le patrimoine. Après, nous rencontrons également la situation où l'un des époux travaille et l'autre ne travaille pas, et il est possible d'avoir un accord entre les époux pour répartir les biens à la fin du processus. Qui hérite de quoi? Premièrement, les enfants héritent en part égale, ce qui a été le problème du roi Albert et sa fille Delphine. Si vous avez suivi l'actualité, elle a été reconnue comme étant officiellement la fille du roi Albert et elle aura un quart du patrimoine à son décès. Les enfants et les petits-enfants héritent également en parts égales. Les oncles, tantes, nièces et neveux en troisième position. Les parents, les frères et sœurs en deuxième position. Et en quatrième position, l'État belge. Et qu'en est-il de l'époux? La question suivante. Jusqu'en 1978, il n'y avait pas de provision pour l'époux. Aujourd'hui, s'il existe des enfants de ce mariage, l'époux aura droit à un usufruit. Je l'expliquerai plus tard. S'il n'y a pas d'enfants, l'époux héritera au même titre que les frères et sœurs des biens communs. Si vous êtes marié sous le régime de la séparation des biens, l'époux aura l'usufruit des biens individuels, mais à la fin, ceci reviendra à la famille des frères et sœurs, par exemple. Et pour les unions civiles, pour les cohabitants, c'est uniquement l'usufruit qui revient à l'époux. La maison familiale et son contenu reviendra aux frères, sœurs, nièces, neveux. Et si vous êtes en cohabitation qui n'est pas notifié, qui n'est pas légalisé, le conjoint ne reçoit rien. Donc, il était très important d'avoir dans ce cas de figure un testament. Alors, l'usufruit, qu'est-ce que c'est? Cela vient de deux mots latins, l'utilisation et les fruits. C'est la solution par défaut en Belgique. Votre partenaire a d'office l'usufruit s'il n'y a pas de testament et la propriété revient à la famille par la suite. L'usufruit vous permet également de mettre en location un bien, de profiter de ce loyer. Et évidemment, à ce moment-là, vous devez également
payer les frais de l'entretien. Donc il faut bien avoir tout cela en tête lorsqu'il s'agit de biens immobiliers. Pour les comptes en banque, il y a l'usufruit du compte, de l'intérêt qui est bloqué sur le compte. Le capital n'est pas accessible, c'est uniquement l'intérêt, ce qui n'est pas très intéressant actuellement avec les taux très bas. Donc, il faut peut-être éviter de donner que l'usufruit à votre partenaire. Il faudrait penser à avoir un testament, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une vieille dame de 80 ans qui a l'usufruit d'une maison de maître avec plein d'escaliers. Elle ne peut pas rénover le bien, elle ne peut pas le mettre en location parce qu'elle n'a pas le capital pour rendre la maison habitable par d'autres personnes. Elle ne peut pas l'utiliser elle-même. Il faut absolument faire en sorte qu'elle ait accès à des fonds pour lui permettre de faire ses travaux. L'autre possibilité, c'est de payer, de vendre la maison frite, on va l'appeler comme ça, et utiliser une partie pour l'époux, l'autre partie de l'argent ira aux enfants plutôt. Et cela amène à une situation moins avantageuse que si vous aviez hérité, mais cela vous donne un certain confort de vie qu'une maison sur 4 étages avec plein d'escaliers ne vous donne pas. Donc, en gros, la succession est réglée selon le droit belge en vigueur, ce qui s'applique si votre dernière résidence habituelle était en Belgique. Et cela peu importe votre domicile fiscal. Donc, si vous domiciliez en Belgique, ce sont les règles, le droit belge qui s'applique. Mais selon le droit communautaire, vous avez le choix du droit applicable à votre succession. Il faut absolument mettre ce choix dans votre testament et il faut à tout prix éviter d'enfreindre les règles sur l'héritage et les héritiers. Alors, comment faire un testament? Premièrement, écrire à la main, c'est très bien. Il faut écrire que vous êtes saint d'esprit et vous écrivez ce que vous voulez. Sinon, il y a le testament notarié. Il faut passer par un notaire qui vous conseillera de la meilleure façon d'écrire votre testament. Et ensuite, il y a le testament international, troisième type. C'est un testament écrit qui est donné à un notaire sous enveloppe scellée et qui peut être rédigé dans une autre langue que le français ou le flamand. La raison pour laquelle ce testament est appelé international, c'est que c'est un document qui se base sur la réglementation internationale. Autre question. Si j'ai un testament anglais, est-ce que cela sera accepté en Belgique? Si j'ai un exécuteur testamentaire, est-ce que la Belgique va suivre ce système? Donc, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde le testament. On vérifie si le testament a été rédigé au moment où vous habitez au Royaume-Uni ou si vous êtes britannique. Il faut le faire donc selon le droit anglais, donc avec 2 témoins. Nous avions eu un exemple d'une personne qui est morte en Belgique dans ce cas de figure et cela a été accepté en Belgique et au Royaume-Uni. Est-ce qu'il faut un testament? Beaucoup de Belges n'ont pas de testament. Cela peut s'avérer utile pour changer certaines règles. Par exemple, si vous souhaitez donner la maison familiale à votre partenaire, à votre époux, c'est très avantageux car dans ce cas de figure, il n'y aura pas de droit de succession à payer sur le domicile familial. Le testament sert également à décider qui recevra quoi.
de votre patrimoine. Si vous avez de jeunes enfants, c'est utile de noter qui aura la garde, qui sera le tuteur légal de l'enfant ou des enfants. Cela permet également d'exprimer vos choix en matière d'enterrement ou pour nier la conversion à l'usufruit de l'époux à des dépens des enfants. Les enfants ont la possibilité de demander à acheter la part qui reviendrait à l'usufruit de l'époux survivant. Et dans le testament, il est possible de nier cette possibilité aux enfants. Vous pouvez également dans le testament choisir que votre droit national soit applicable en cas de votre décès. Quelles sont les limitations au testament? Il y a tout un tas de règles obligatoires sur l'héritage auxquelles on ne peut pas déroger dans un testament. Cela veut dire que les héritiers doivent recevoir une part garantie. Donc en Belgique, les enfants, c'est 50% minimum et l'époux doit bénéficier de l'usufruit ou de la moitié du patrimoine ou du domicile familial. Mais cela ne s'applique pas pour les cas de cohabitation légale. C'est uniquement pour le mariage. Et pour revenir au droit communautaire sur la succession, c'est le dernier lieu de résidence habituelle qui va s'appliquer, donc le droit belge dans la plupart des cas, où il est possible de choisir le droit national applicable, mais il n'est pas possible de le faire uniquement pour les raisons fiscales. Et puis, il ne faut pas oublier que lorsque vous êtes en service actif, le protocole s'applique et le domicile fiscal est donc celui où vous étiez domicilié avant de venir en Belgique. En Belgique, il y a 3 régions, 3 codes sur le droit de la succession. Chaque région a le pouvoir de changer les règles, d'avoir ses propres règles, mais cela est en train de changer et le droit est en train de converger dans les 3 régions Belgique. Les droits de succession est payable sur chaque part du patrimoine et donc pas sur la totalité de la succession. Si vous habitez en Belgique, cela est payable sur ce que vous possédez en Belgique et dans d'autres pays également. Si votre domicile ne se trouve pas en Belgique, alors vous n'êtes imposable en Belgique que sur les biens qui se trouvent en Belgique. Cela est inclus dans les assurances vie, j'y reviendrai tout à l'heure, et sur les dons. Si vous faites un don et qu'il est impossible de prouver que ces dons ont été faits plus de 3 ans avant votre décès, les droits de succession restent payables sur ce bien. 5 ans pour la Wallonie. Et cela rend la planification très compliquée parce qu'il est difficile de savoir à combien de temps il nous reste sur cette terre, surtout si on est un peu avancé en âge. Il y a un taux de 3% qui s'appliquera, mais je l'expliquerai tout à l'heure. Si vous payez d'entrée de jeu la taxe sur le don, vous ne serez pas, ou les héritiers ne seront pas redevables de la taxe de succession sur le bien en question. Exemptés sont les retraites, que ce soit retraite nationale, privée ou les pensions et retraites reçues des institutions européennes ou d'autres institutions présentes en Belgique. Toutes ces retraites ne sont pas soumises à l'impôt sur la succession. Un autre point important pour la planification, c'est le fait que les époux et le partenaire civil ne payent pas de droits de succession lorsqu'ils héritent de la maison familiale. Donc,
il est inutile de le mettre dans le testament parce qu'on peut se retrouver dans la situation où un enfant reçoit 2 fois la même propriété. Alors, la meilleure solution, c'est de dire à son partenaire, lorsque vous mourrez, les enfants vont recevoir ma part de l'héritage et à ta mort recevront le reste. Cela rend les choses moins compliquées. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, mais le taux d'imposition varie entre 3 à 30%. Pour la Flandre, c'est entre 3 et 27% à partager entre les biens mobiliers et immobiliers. S'il n'y a pas d'héritier direct, ce sont vos frères et sœurs qui reçoivent votre héritage et payent des droits qui varient entre 20 et 65%. Nièces, neveux, oncles, tantes, 25 à 70%. Les amis et autres personnes paieraient entre 30 et 80% de droits de succession. Pour vous donner une idée, un tableau. Alors, selon le montant que vous allez laisser à vos héritiers, de 10 000 € à 1 million d'euros sur ce tableau, et selon la région où vous habitez, Bruxelles, Flandre ou la Wallonie. Alors, je vais vous mettre quelques chiffres. N'oubliez pas que le domicile familial est exonéré de l'impôt, 50% en Flandre, et là la taxation est calculée séparément pour les biens mobiliers et immobiliers. Bon, mettons quelques chiffres sur le tableau. Premier groupe pour les époux et enfants, très bas pour les petits montants, mais à fur et à mesure que les montants montent, les taux montent également, et c'est par personne. Après, les frères et sœurs, on commence à 20%, pour les nièces, neveux, on commence à 35%, donc à peu près 10-15% de plus. Et pour les tierces personnes, on parle de 40% jusqu'à 76% d'impôts. En jaune, les chiffres les plus importants, ce sont des taux groupés. Alors, s'il y a un taux groupé, la taxe est calculée sur le montant global que tout le groupe va hériter. Donc, s'il y a 26 nièces et neveux et chacun reçoit 2 à 3 000 €, le montant de l'impôt à payer sera très élevé, car il faut multiplier par 26 fois les montants à chaque fois. Alors, des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ici en Belgique, ou plutôt les personnes qui ont leur domicile fiscal en Belgique parce qu'ils étaient déjà en Belgique quand ils ont été recrutés, ou parce qu'ils ont décidé de rester en Belgique après leur retraite, les droits de succession en Belgique seront payés sur tout votre patrimoine, qu'il soit en Belgique ou pas. Donc, votre chalet en Suède ne sera pas taxé en Suède, mais sera taxé ici en Belgique. Si vous avez un bien en Italie, le premier million d'euros sera exonéré des droits de succession par enfant, etc., pour les pays de l'Union européenne. Pour les personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État, et qui gardent ce domicile fiscal, leur impôt sur la succession sera payable dans ce pays. Et en Belgique, ils ne devront payer que les droits de succession sur l'immobilier qu'ils possèdent en Belgique. Ou plutôt, ce sont les héritiers qui vont payer les impôts de succession en Belgique ou dans l'autre pays. Et puis, il faut voir comment trouver la solution la plus avantageuse selon le nombre d'États qui réclament des droits de succession. Alors, si vous ne restez pas en Belgique, il faut décider de l'endroit où vous allez. Donc, vous pourrez, par exemple, dire « je vais rentrer en Croatie ».
parce que c'est de là que je viens, mais vous pourrez peut-être vous dire que vous voulez choisir un autre État membre que le vôtre. Vous allez peut-être vous établir au Portugal, par exemple, à votre retraite. Et là, il faut regarder différentes choses. Le mode de vie, si vous maîtrisez la langue ou pas, si le système médical vous convient. Beaucoup de personnes qui travaillent pour les institutions européennes décident de rester en Belgique, mais passent le plus clair de leur temps dans un autre pays. Le pays d'origine, par exemple, le pays de la nationalité, si vous y revenez après 40 ans passés à l'étranger, cela risque de vous décevoir. La présentation est revenue. J'appuie sur le mauvais bouton. Je sais que beaucoup d'Irlandais sont rentrés à Dublin, par exemple, mais aujourd'hui, Dublin est une grande capitale, cela a changé, et ils décident au final de revenir en Belgique parce qu'ils sont quelque peu déçus. Alors, pour ce qui est de droit de succession, voici la liste des pays où il ne faut pas payer cette taxe. Certains sont trop froids, trop loin, peut-être que vous parlez la langue, peut-être pas. Mais voici la liste des pays qui n'ont pas un système d'impôt à la succession. D'autres ont des formes d'imposition. Il faut voir comment vous organisez. Vous pouvez aussi choisir de ne rien avoir du tout au moment de votre mort. Ici, en noir, pas de droit de succession qui s'applique à l'époux. Mais il y en a d'autres aussi, le Luxembourg, la Pologne, le Danemark par exemple, et encore d'autres pays où il faut payer les droits de succession, sauf si les héritiers sont les enfants. Ici, une liste de pays où le droit de succession est très faible. L'Irlande ou l'Italie, par exemple, les enfants et les époux ne paient rien sur le premier million et au-dessus d'1 million d'euros, le taux est de 4%. Donc, il pourrait être une bonne idée de s'établir en Italie, rien que pour ce droit très avantageux. Et ces pays ont une forme de droit à la succession. En rouge, les pays où l'on paie beaucoup de droit de la succession. Alors là, l'Espagne ne devrait plus se trouver sur cette liste parce qu'il y a eu un changement de taxe dans certaines communautés autonomes. La réduction est de 90% sur ce type d'impôt. Alors, on va prendre un exemple italien. Un fonctionnaire italien qui était en Italie au moment de son recrutement, qui a donc gardé son domicile fiscal en Italie. S'il meurt avant de prendre sa retraite, c'est le droit de succession belge qui va s'appliquer au domicile familial. Donc, mon conseil serait de rédiger un testament pour que votre femme reçoive le domicile familial en disant que c'est ma femme qui va hériter, mais au moment de sa mort, elle va recevoir la moitié de ma part et la moitié de sa part. Et c'est le droit italien qui va s'appliquer au reste de son patrimoine, c'est-à-dire que 4% au-delà d'1 million. Pour les femmes et enfants, et ce sont les frères, c'est 6% à partir de 100 000 euros. Alors, pour rester avec cet exemple, un fonctionnaire italien qui a été recruté depuis le Luxembourg, donc le domicile fiscal est le Luxembourg. Premièrement, ce sont les règles belges qui vont s'appliquer au domicile familial. Mais s'il a un appartement en Florence, peut-être que ce sera exonéré. Mais tout ce qu'il possède sera taxé par le Luxembourg. Donc, le Luxembourg va taxer tout ce que la personne possède en Belgique, en Italie, etc. Mais au Luxembourg, la femme, l'époux et les enfants ne paient pas de droit de succession. Donc, tout ce qu'il faudra payer, c'est les taxes sur le domicile familial au moment où le deuxième époux décède.
On va compliquer les choses un peu. Ce fonctionnaire italien a un fils qui habite en France. Il va payer des droits de succession au moment d'hériter parce que la France, la Pologne, l'Allemagne et l'Irlande taxent les héritiers d'un héritage. C'est vrai aussi pour l'Espagne. Le premier 100 000 euros est exonéré en France, mais après, c'est un taux de 5 à 45% qui s'applique selon le cas. Donc, il faut absolument y penser. Sur 1 million d'euros, ce sera 212 000 euros à payer à peu près. Donc, s'il y a des enfants en Belgique et en France, il faut laisser ces biens aux enfants présents en Belgique de votre vivant et ensuite il faudra appliquer le traité sur la double taxation. Si vous avez donc dans cet exemple une fille en Irlande, elle va payer les taxes sur la succession avec une exonération pour les premiers 335 000 euros et ensuite le taux est de 33%. Donc pour la personne qui reçoit l'héritage, les droits de succession peuvent s'avérer très élevés. Un fonctionnaire espagnol dans cet exemple avec un domicile fiscal espagnol, on dira la même chose, il faut laisser dans le testament le domicile familial entre les époux. Ensuite, c'est l'Espagne qui va taxer le reste du patrimoine du bénéficiaire s'il ou elle vit en Espagne. Donc, un Espagnol domicile en Espagne avec des enfants qui vivent en Belgique, si la personne pas de taxe à payer. S'il vit en Belgique et les enfants vivent en Espagne, dans cette situation, les enfants devront payer une taxe sur la succession. Mais il y a des exemptions selon les régions en Espagne. C'est un exemple que je donne pour essayer de simplifier les choses, mais je me rends compte que cela risque de compliquer les choses. Donc, en gros, cela dépend beaucoup, cela varie beaucoup d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre. La morale de l'histoire, c'est qu'il faut commencer à planifier en mettant en place des témoins, des testaments, des dons, des contrats de mariage et des polices d'assurance. Je vais vous donner quelques exemples de bonnes pratiques en matière de planification successorale, des techniques qui sont très bien pour la Belgique, mais qui pourront s'appliquer dans d'autres pays aussi. Si vous décidez de prendre votre retraite ailleurs, il faudrait peut-être adapter la situation selon votre lieu de résidence. Les testaments. Donc, comme je vous disais, message clé, il faut donner le domicile familial à l'époux avec la pleine propriété qui donne à votre époux la possibilité de vendre la maison ou de rénover la maison. Alors, il y a les règles obligatoires sur les héritiers, ça, on ne peut pas trop échanger, mais on peut opter pour faire appliquer le droit national. Vous pouvez sortir vos enfants de l'héritage en utilisant un contrat de mariage et mettant certains biens dans le contrat de mariage dans un régime de communauté des biens. Je vous l'expliquerai dans quelques instants. Ensuite, je vous disais qu'il faut, si vous donnez à votre conjoint le domicile familial, lorsque celui-ci décède, il faudra payer encore plus de droits de succession pour les héritiers, donc pour les enfants. Donc, au lieu d'avoir 2 enfants qui héritent d'une maison à 1 million d'euros, si c'est d'abord l'époux qui reçoit l'héritage et ensuite les enfants, cela complique un peu les choses parce que s'il y a une vente de la maison, par exemple, par l'époux, il faudra donner une partie de l'argent aux enfants. Mais s'il y a 2 enfants qui héritent séparément de chaque parent, cela donne moins de droits de succession à payer au final. Alors, si vous voulez donc répartir cette taxe, ça permettra donc aux héritiers de payer le moins possible, moins de taxes. Donc, par exemple, si vous avez donc 500 000
à chacun ou à chaque enfant. Donc la taxe sera 235 000. Et si vous donnez donc 250 000, si à chaque parent donne 250 000, vous payerez moins. Donc il faut voir si c'est une bonne idée de laisser beaucoup d'argent aux enfants, aux petits-enfants. Il y a des techniques pour ceci également. Par exemple, s'il y a un frère, si vous laissez tout à un frère ou à 4 frères et sœurs, la taxe sur la succession sera moins élevée si vous la répartissez entre les différents bénéficiaires. Donc, rappelez-vous que si vous vivez à Bruxelles ou en Flandre, ces taxes sont des taxes groupées. Donc, tout ce qu'ils héritent ensemble est soumis à un calcul groupé. Vous pouvez également avoir une planification avec un testament et passer au-delà d'une génération. Donc, vous pouvez directement donner à vos enfants et aux petits-enfants ensemble, alors soit directement, soit indirectement, en donnant par exemple 500 000 aux enfants, mais il faut garder 300 000 séparément pour les petits-enfants pour plus tard. Ainsi, ça vous permet de répartir cette taxe entre les enfants et les petits-enfants. Et vous pouvez dire également, je vous donne cet argent, mais vous devrez 100 000 à chacun de vos petits-enfants, de ma part, et plus tard. Vous pouvez également faire un don à une association caritative. Il y a dans ce cas-là une taxe de succession de 7%, 0% en Flandre, mais il y a également ce qu'on appelle un legs en duo. Ce n'est pas possible si vous habitez en Flandre, mais ceci signifie que vous donnez tout à une association et vous avez l'obligation de donner une partie à votre famille, entre 45 et 55%. Ainsi, si vous avez de la famille qui est éloignée ou des nièces, neveux qui paieront la taxe la plus élevée, alors l'association va payer un legs à la famille et ça permet ainsi de réduire la taxe. Donc ils payent la taxe de succession pour la famille et ils payent une taxe également pour le reste. Alors ça, c'est pour la planification avec un testament. En Belgique, il y a également une planification avec donation, ce qui signifie qu'ils font don de leur maison, qu'ils font un investissement à leur famille, mais qu'ils gardent l'usufruit, c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours recevoir un revenu de ce bien. Il y a donc en Belgique une taxe sur les donations. Ça doit être fait donc avec un notaire et ça peut être important et nécessaire d'ajouter des conditions. Donc pour la propriété, donc pour la famille, c'est entre 0 et 150 000 euros et une taxe de 3%, mais vous pouvez également donner moins de 150 000 et garder l'usufruit. Donc vous pouvez faire de votre maison, mais garder l'usufruit et recevoir par exemple un loyer pour le reste de votre vie. Mais la propriété, elle, est donnée et donc est au nom de la famille ou des enfants. S'il y a d'autres ayants droit, nièces, neveux, alors c'est également 10%. Et ça peut être plus sur la propriété. Alors, une des techniques de planification, c'est pour l'immobilier, donc 3% pour la famille. Et si c'est donné ensuite aux nièces ou neveux, 7%. En Wallonie, c'est 5,5%. Ça peut être particulièrement efficace, en particulier pour transférer vos biens aux enfants. Et ça peut être intéressant de le faire avant de déménager à un autre pays, mettre ses biens au nom des enfants et vous gardez l'usufruit de ces biens. Alors, il n'y a pas de taxe sur les donations de la main à la main. C'est-à-dire que vous dites à quelqu'un rejoins-moi devant la KBC Place Schumann, je te fais une donation. Vous dites que vous voulez 500 000 euros en petits billets. Bon, et la KBC risque de ne pas être ravie. Bon, il y aura très certainement également toute la sécurité présente.
Donc vous prenez 500 000 euros de votre compte et vous le donnez à un autre adulte et cette autre personne le mettra sur son compte en banque. Et là, vous avez juste à dire merci. Vous avez également un document avec la date à laquelle ça a été fait. Ça peut également être fait par transfert et en général, l'AKBC préférera un transfert, un virement. Auparavant, c'était intéressant de le faire auprès d'un notaire néerlandais. Mais si vous avez également des biens dans d'autres pays où il n'y a pas de taxe sur les donations, ça peut être intéressant d'un point de vue fiscal de faire une donation. Mais vous devez donc vivre pendant au moins 3 ans. Et une donation devant un notaire. Bon, on a changé le nom. Auparavant, on parlait de notaire néerlandais. Maintenant, c'est la route du fromage. Alors, ensuite, il peut y avoir également un transfert de 150 000 euros à un enfant, un époux. Vous pouvez donc donner 150 000 à vos 3 enfants, donc 450 000 en donation. Et 3 ans et quelques jours après, vous pouvez donner donc une autre donation à vos enfants et payer 3% à nouveau. Et là, il n'y a pas de taxe de succession. Vous pouvez garder également l'usufruit de ces biens. Et s'il y a une donation, ça ne réduit pas le taux de cette taxe. Mais ça reste une technique un peu intéressante pour transférer vos biens à vos enfants. Alors, si vous vendez votre maison frite et que vous décidez d'avoir un appartement un peu plus petit, que vous avez un appartement avec un petit balcon, alors vous pouvez le vendre, vous pouvez vendre votre maison familiale, vous pouvez donner de l'argent en espèces à vos enfants. Les enfants donc pourront avoir donc la nue propriété. Vous pouvez acheter donc l'usufruit. Si votre maison coûte 1 million d'euros et que vous la vendez, vous achetez quelque chose à 500 000 euros, vous payez des taxes sur les 500 000 que les enfants devront payer. Vous payez 100 000, puis le bien est au nom des enfants et vous aurez encore 400 000 à 500 000 euros à dépenser pour le restant de vos jours. Alors, pour des personnes qui n'ont que des biens à titre individuel, ça peut être donné mutuellement. Vous pouvez également donc répartir les choses, donc distribuer une partie à votre époux. Il y a donc une donation réciproque, la taxe de donation de 3% sur 500 000 euros, et vous pouvez également le rendre, et l'argent que vous recevez reviendra à votre partenaire. Ou si votre partenaire meurt avant vous, alors ça vous revient, et dans ce cas-là, il n'y a pas de taxe sur la succession ou sur la donation. Alors pour la donation en cascade, vous donnez tout d'abord à un époux, puis lorsque votre époux meurt, vous donnez un deuxième bénéficiaire. Il s'agit donc à une donation en cascade. Et là, la taxe est calculée en 2 fois. Tout d'abord, la première donation donc à l'époux, puis à l'enfant, votre enfant, nièce ou neveu. Ça peut être donc 7% plutôt que 20 à 26% de taxes sur la succession. Planification avec un contrat de mariage, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, si vous avez donc une propriété au régime commun, dans ce cas-là, c'est le survivant qui reçoit tout. Vous pouvez également choisir d'avoir un régime de séparation des biens. Vous pouvez donc tout répartir, 50-50, et faire une donation
mutuelle et payer donc 3% sur la donation de chacun. Planification avec une assurance vie. Vous pouvez donc prendre une assurance de vie pour payer la taxe de succession, mais si vous retirez cette assurance, il faudra payer une taxe de succession. Il faut donc s'assurer que les ayants droit ont suffisamment d'argent pour payer cette taxe de succession. Puis il n'y aura pas de taxe de succession par l'assurance. S'il y a vie commune et décès, alors l'un d'entre vous peut mettre peut-être 1 million, l'autre pas, ce qui signifie que si vous mourrez, alors pour le premier décès, il n'y a pas de taxe de succession. C'est uniquement pour le deuxième décès, mais le survivant, donc après le premier qui décède, peut recevoir l'argent. Par exemple, s'il y a 3 millions d'euros qui sont mis dans une assurance, donc en police d'assurance, si une personne meurt, un des époux meurt au bout d'1 an, eh bien l'autre peut utiliser cet argent. En fait, dans ce cas-là, on prend de l'argent que l'on aurait dû hériter. Finalement, ils sont arrivés à une solution. On estime que la moitié vous revient, la moitié revient au défunt. Vous pouvez donc prendre la moitié sans qu'il y ait de taxe de succession à payer. Si vous prenez plus, il y aura alors une taxe. Donc la taxe de succession est due lorsque vous reprenez plus que ce que vous avez mis ou plus que la moitié. Il y a également des polices d'assurance réciproques. Alors bon, rapidement, c'est un peu technique. Donc, c'est important de commencer à planifier et à ne pas reporter ce que l'on peut faire aujourd'hui à demain. Et rester... donc, planifier dans les temps, n'attendez pas trop longtemps. Les accidents, ça arrive. On ne rajeunit pas. Pensez également à votre santé. Dans quel état de santé êtes-vous? Est-ce que vous avez des enfants qui vivent à l'étranger? Est-ce que vous souhaitez rentrer chez vous? Et si vous souhaitez faire une donation d'un bien, d'une propriété belge qui coûte plus de 500 000 euros, ça peut prendre du temps. Et ne laissez pas les choses dans un état chaotique, parce que bien souvent, les enfants, les neveux, les nièces ne savent pas où se trouvent les testaments, les derniers souhaits, comment retrouver les comptes en banque, qui sont les héritiers, les bénéficiaires, les ayants droit. Donc il faut avoir un dossier où tout est prêt. C'est beaucoup plus simple à trouver. Carnet de mariage, police d'assurance, les actes de propriété. Bon, ça ce n'est pas forcément nécessaire, on les retrouve. Mais pour ce qui est des propriétés à l'étranger, ça peut être utile. Et assurez-vous également que l'on puisse trouver votre testament si vous en avez un. Bon, vous pouvez faire un testament par écrit, mais le mieux c'est de faire ceci auprès d'un notaire, car ce sera rangé chez le notaire. Alors maintenant, tout le monde ici pense à la planification patrimoniale, la retraite. Et je pense qu'il faut également donner donc les pouvoirs à un avocat. Lorsque vous ne pouvez pas prendre soin de vous-même à cause de la démence, parce que vous avancez en âge, vos enfants sont loin, vous ne pouvez pas tout gérer. Et en général, c'est mieux donc de donner donc ces pouvoirs à un avocat. Et lorsque vous vieillissez, c'est lorsque vos amis se rendent compte que vous devenez de plus en plus dément. Si vous ne donnez pas donc ce pouvoir à un avocat, les neveux, nièces pourraient
pourraient dire que leur tante doit être sous tutelle parce qu'elle reçoit une grande pension des institutions européennes et qu'elle sera donc prise en charge et eux vont récupérer donc le reste de l'argent. Donc c'est important d'avoir ce pouvoir donner un avocat. C'est préférable pour vendre sa maison. Il faut savoir également qui sont les représentants. Si jamais votre représentant votre tuteur meurt avant vous, il faut savoir quand est-ce qu'ils doivent commencer. Avant de conclure, voilà, je voudrais faire la promo de nos TEP Talks, pas TED Talks, sur la planification fiscale et patrimoniale. Il y a donc de nombreuses choses qui pourraient être utiles. On reprendra donc en 16 novembre, expatriés qui travaillent pour les institutions, donc avec ce régime spécifique. Il y a également une autre conférence, donc planification patrimoniale pour les nuls, planification lorsque vous n'avez pas d'enfants, puis ensuite une conférence pour les fonctionnaires. Il y aura donc il y a une présentation de ce type pour les fonctionnaires. Ensuite, planification pour lorsqu'il y a un testament, donation, etc. Comment cela fonctionne donc en Belgique? Vous avez ici l'adresse email de notre cabinet d'avocats et vous pouvez envoyer un email à david-law.be. Et vous retrouvez ici toutes mes coordonnées et nous allons pouvoir passer aux questions. Voilà, je vais rendre la parole. Just a little second. Alors, un instant, on n'est pas très nombreux en salle, mais j'aimerais que les questions portent sur l'intérêt peut-être général, c'est-à-dire que les personnes qui sont ici, chez elles ou au bureau puissent poser des questions. Si vous avez des questions plus spécifiques, veuillez prendre rendez-vous avec notre intervenant. Bon, ça peut être compliqué de répondre à toutes ces questions car il y a différentes nationalités, des propriétés dans différents pays. Ça peut être un peu plus compliqué. Nous écoutons vos questions à présent.